Marseille, les 16 et 17 septembre dernier. Le GES organise son congrès national. L'occasion pour le groupement des entreprises de sécurité d'offrir 2 journées d'échange. Agnus Sécurité était présent dans la cité phocéenne pour assister aux conférences du premier jour autour du thème « Une décennie pour transformer la sécurité privée ». Le premier débat portait sur l'application de la loi pour une sécurité globale, préservant les libertés. Participaient à ce débat Vincent Ploquin, adjoint de la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, Cyril Maillet, préfet et directeur du CNAPS, et Luc Guillemin, président du GES. Et cet échange autour de l'application de cette loi de sécurité globale était donc nécessaire. Une première table ronde donc consacrée à la loi sur la sécurité globale, très intéressante, très riche, où nous avons d'abord fait un point sur les mesures que contenait cette loi, et puis derrière nous avons approfondi des thématiques autour des textes qui sont encore en discussion sur les futures ordonnances qui vont être publiées, à la fois les enjeux sur la formation, et puis aussi beaucoup de discussions sur l'organisation du CNAPS, et notamment la fluidité sur la délivrance des titres. Mais quelle évolution attendent les professionnels du secteur sur la loi de sécurité globale ? On a déjà eu une belle évolution de cette loi en mai dernier avec donc la loi sur la sécurité globale, mais il y a encore beaucoup de choses à faire passer dans des lois, et notamment le sujet de la garantie financière. Nous ne l'avons pas obtenu au printemps, mais nous n'hésiterons pas, nous poursuivons le dialogue avec l'État et nous essayons de les convaincre pour que dans une future loi assez proche, on puisse passer cette disposition. Reste à savoir comment communiquer pour faire avancer le législateur sur cette loi. La communication du GES, elle est sur plusieurs supports. On communique beaucoup auprès de la profession. Nous travaillons en collaboration avec l'État, l'autorité de régulation, le CNAPS, mais aussi la DLPAJ, l'ensemble du ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère du Travail et le ministère de l'Économie, pour expliquer nos positions, faire entendre notre point de vue et essayer de convaincre l'administration et l'État de nous suivre. La seconde table ronde portait donc sur les grands événements, avec, bien sûr, pour objectif les JO de 2024. Intervenait Ralph Bonan, président de la commission Grands événements du GES, Bernard Thibault, comité olympique d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024, Gilles Furigo, coordinateur national adjoint pour la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques 2024 au ministère de l'Intérieur, Thomas Collomb, responsable de la sécurité et de la mobilité de Paris 2024, et Christophe Delay, qui est conseiller sécurité de Michel Cadot, le délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, qui nous résume les axes développés lors de la table ronde. Les points importants, ça a été d'abord de faire le constat qu'on est dans une situation de difficulté structurelle de la sécurité privée pour atteindre les objectifs qui sont fixés de manière très importante pour la livraison des Jeux olympiques et paralympiques de manière optimisée en matière de sécurité. On a fait le constat aussi qu'il y a une très forte attente de coordination, de coopération entre le comité d'organisation, l'État, les professionnels de la branche, et que c'est dans cet état d'esprit, dans cette synergie que nous nous inscrivons pour l'avenir. On a fait enfin le constat que nous aurons un temps de montée en charge important sur les années 2023-2024 en particulier, pour nous préparer, pour être au rendez-vous. Il ne faut pas sous-estimer les obstacles, mais on dispose quand même d'un potentiel important pour être au rendez-vous et pour, d'une certaine manière, confirmer le slogan selon lequel « Impossible n'est pas français ». Mais sur quel point doit-il y avoir une avancée pour les JO ? Il y en a 4, à mon sens. Le premier, c'est d'avoir une estimation la plus fine possible des besoins capacitaires, aussi bien pour la sécurité publique que pour la sécurité privée, site par site, événement par événement. Quand je dis événement, ce sont les courses sur route, ce seront ce qu'on appelle les test events, ce qu'on appelle les tournois de qualification olympique, c'est ce qu'on appellera les fan zones, et qu'on soit en mesure d'avoir une cartographie et une évaluation extrêmement précise, jour par jour, en fonction du programme des compétitions et des célébrations, de façon à pouvoir se projeter et de façon à pouvoir planifier. Le deuxième sujet, le deuxième enjeu,
c'est de trouver les voies et les moyens d'une coordination renforcée, d'un continuum de sécurité robuste entre les différents acteurs. À titre principal, bien sûr, le comité d'organisation, l'État, qui est garant de la sécurité de l'événement, la ville hôte, Paris, qui a signé le contrat de ville hôte avec le comité international olympique, mais aussi tout autour, tous ceux qui vont être concernés par des sujets de sécurité en lien avec les Jeux olympiques et où il faut qu'on trouve de manière optimale la meilleure manière de coordonner, de commander et de communiquer entre ces différentes parties prenantes. Le troisième enjeu, il est un enjeu de valeur qui consiste à s'inscrire dans le temps long. Livrer les Jeux pour les Jeux, c'est effectivement un objectif, mais il faut livrer au-delà des Jeux et créer les conditions d'un héritage durable pour notre société et en particulier pour la branche professionnelle de la sécurité privée qui, dans la même façon que les polices municipales il y a une vingtaine d'années et qui ont aujourd'hui pleinement trouvé leur place dans le paysage de la sécurité intérieure, cette sécurité privée doit devenir d'ici 10 à 20 ans l'un des acteurs majeurs aux côtés des forces de sécurité publique, aux côtés des forces de police municipale et d'une certaine manière avec un savoir-faire qui soit reconnu quantitativement et qualitativement. Et puis un dernier point qu'on pourrait envisager, c'est comment bien se préparer ensemble, ça va dans le sens du continuum de sécurité que je décrivais, mais d'être en capacité d'anticiper la gestion de crise, si celle-ci devait survenir. Et on va travailler à titre d'exemple sur une situation qu'on n'espère pas bien sûr, mais de risque pandémique en prévision des Jeux olympiques et paralympiques, puisque c'est de ces crises, de ces incidents, de ces moments forts qu'on a tiré de l'expérience qui nous permet de, je pense, préparer aujourd'hui plus sereinement les Jeux olympiques et paralympiques. L'Euro 2016, par exemple, a été traité dans le cadre et dans le contexte post-attentat terroriste et on en a tiré de très grands enseignements sur la manière d'organiser aujourd'hui des grands rassemblements de public dans des villes vivantes, déjà saturées, mais qui doivent pouvoir accueillir ces grands événements. Enfin, lors d'une autre table ronde, Servan Lépine, président de la Commission Technologie et Sécurité Privée du GES, Olivier Demazière, préfet, délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations sécurité, Patrick Lanzafame, président du GPMSE, et Arnaud Bouquet, coprésident de l'Anitech, ont échangé sur la thématique de savoir quelle technologie était à venir à l'horizon 2030. Servan Lépine nous révèle celles qui ont été soulignées par les invités. Les technologies que nous avons abordées ce soir concernent les installations de vidéosurveillance qui vont vivre de véritables transformations à travers leur capacité d'analyse, leur rayon d'action, leur capacité à visualiser de jour comme de nuit, mais surtout à intégrer des nouvelles technologies prédictives comme la détection d'intrusion, comme la détection de vol, d'actes terroristes ou autres. Par ailleurs, nous avons abordé les objets connectés qui arrivent sur le marché et qui vont permettre de surveiller de façon beaucoup plus massive un certain nombre d'environnements particuliers, mais tous les objets mobiles aussi qu'on utilise couramment dans notre quotidien et au niveau industriel aussi, ainsi que tout ce qui concerne la robotisation, les drones, qui vont venir appuyer quelque part les fonctions des agents de sécurité. Et tout ça s'inscrit dans un environnement intéressant puisque la capacité de calcul des systèmes informatiques est en train d'évoluer fortement à travers des nouvelles approches en informatique quantique ou en intelligence artificielle qui vont faciliter le traitement de ces données et pouvoir permettre aux agents d'avoir une information digérée, validée et à partir de là, engager les actions qui ont été prévues dans le cadre des processus préétablis. Le dernier élément qu'on a évoqué, c'est l'émergence des nouveaux réseaux de télécommunications que l'on voit se développer depuis une trentaine d'années, mais qui vont continuer à se développer avec l'arrivée bientôt de la 5G, mais bientôt de la 6G, de la 7G, et qui vont permettre de transmettre des informations massives et agrégées dans des centres de contrôle qui, derrière ça, vont opérer les missions de sécurité de demain. La technologie qui
fera avancer le plus la sécurité, pour moi, et l'intelligence artificielle, pour permettre non plus d'être passif dans le cadre du traitement des images vidéo qui aujourd'hui ont explosé dans les centres de supervision urbains, dans les centres de contrôle opérationnel ou dans n'importe quel site qui supervise de la vidéosurveillance, en permettant justement une analyse plus fine des comportements caractérisés et permettre aux agents de sécurité d'être beaucoup plus pertinents. J'imagine demain que leurs écrans seront noirs et seulement lorsque l'image vaudra le coup d'une analyse approfondie, eh bien celle-ci sera présentée à l'agent de sécurité pour permettre de valider ou non la pertinence de l'information qui lui a été transmise.